spécialisation ou spécificité cognitive la plus répandue, bien au-dessus de l'autisme, des troubles du spectre autistique ou même des troubles de l'attention. Il y a beaucoup plus de dyslexiques que ces autres, spécificités cognitives. Je suis Marine Balançard, je travaille sur l'intelligence de la décision. Et c'est comme ça que je suis venue, à la dyslexie. C'est que pour prendre une décision réussie, il faut, une certaine diversité des participants à la décision et la diversité, le plus souvent, on comprend, homme-femme, plus jeune, plus vieux, tout autre type de diversité et il y en a une qu'on oublie, le plus souvent, c'est la diversité cognitive et c'est comme ça que j'ai été amenée à m'intéresser à la, dyslexie, qui est donc, comme je viens de vous le dire, la première des diversités cognitives et avec Quentin Bous qui va se présenter, nous avons écrit un livre qui intéresse toutes les DRH, toute personne qui travaille sur le handicap ou qui travaille sur en entreprise sur la diversité et l'inclusion. Et ce livre s'intitule Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Et donc moi je suis Quentin Bous, je suis élu local, je suis un ancien entrepreneur. Alors oui, c'est bien moi, hein, le rapport entre la photo et aujourd'hui, la différence c'est qu'aujourd'hui j'ai les cheveux longs. Moi, comment je suis venu à la dyslexie? Eh ben, tout bonnement, je suis moi-même dyslexique. Voilà, donc vous comprenez déjà qu'on peut tout à fait écrire un livre en étant dyslexique. Et pourtant. Alors, on va avoir une première partie dans cette conférence qui est pourquoi en fait est-ce que vous vous êtes inscrit à cette conférence? Pourquoi s'intéresser à la dyslexie au travail? Et ça, c'est une question très importante parce que, comme vous l'avez remarqué, les dyslexiques se cachent. En fait, pas tous se cachent. Les enfants ne se cachent pas, mais à partir de 18 ans ou à partir des études supérieures, eh ben, on n'entend plus parler des dyslexiques et au travail, alors là, c'est morne pleine. Souvent, on n'en a jamais rencontré. Pourtant, les personnes dyslexiques représentent 6 à 8 de la population et je pense qu'en réalité, c'est sans doute un peu plus. Ça doit être autour de 10 de la population. Pourquoi on dit ça avec, Quentin? C'est parce que quand on regarde les statistiques à l'étranger, c'est un peu plus que ce qui est évalué en France. Donc tout dépend des tests et de la façon dont on l'évalue, mais c'est probablement, autour de 10. Pourquoi s'intéresser à la dyslexie au travail? Parce que la dyslexie fait partie du champ du handicap par la loi de 2005 et donc ça donne lieu à des RQTH et donc ça donne lieu, à un encadrement, légal éventuellement, si elle est déclarée et comme, souvent elle n'est pas déclarée par les personnes concernées, eh bien les personnes dyslexiques deviennent une ressource cachée et on dit bien une ressource cachée, une ressource humaine cachée. Le fait que ces personnes se cachent a des conséquences sur la performance globale des équipes, des entreprises. Il y a un enjeu social qui intéresse l'entreprise dans le cadre de sa politique RSE. Et cet enjeu social, c'est que la dyslexie est génétique. On a donc affaire à des familles de dyslexiques et souvent des parents dyslexiques ont des enfants dyslexiques, ont des neveux dyslexiques, ont des grands-parents dyslexiques. Et en fait, quand l'entreprise agit sur la dyslexie au sein de l'entreprise, dans le cadre du travail, elle a un impact social ou sociétal sur notamment les enfants et la façon dont les parents vont regarder et soutenir leurs enfants, tout au long, par exemple, de leur parcours scolaire. Et enfin, pourquoi s'intéresser à la dyslexie au travail? C'est que c'est une cognition, c'est une façon de voir le monde qui est adaptée au XXIe siècle et pas que au XXIe siècle, mais particulièrement. Je rappelle que Léonard de Vinci, si on remonte en arrière, est probablement dyslexique. Ça a été une évaluation faite, par des chercheurs italiens. Hem Et il se trouve que des grands, entrepreneurs notamment, par exemple, le patron de Apple, Steve Jobs, est un dyslexique, patenté et que c'est ce qui lui a permis de, construire et de penser Apple. La dyslexie au travail, j'insiste, hein, ça touche, c'est pas qu'un sujet DRH ou handicap, c'est un sujet diversité inclusion, c'est un sujet RSE.
C'est un sujet aussi, de santé au travail parce que en fait, comme tout passe par l'écrit en entreprise, les personnes dyslexiques peuvent être, parfois désavantagées, être en sur-régime. Ça touche les managers qui souvent, ne savent pas ce que c'est. Ça touche les managers qui aussi eux-mêmes sont, enfin ont, des managers sont dyslexiques, il y a des managers qui sont dyslexiques, il y a des dirigeants dyslexiques et donc ça va avoir un impact sur leur management. Donc il y a c'est une nécessité de bien comprendre, et de bien, annoncer la couleur et puis pour les jeunes, ça va peut-être vous intéresser, ça influe, le fait tout ce que l'entreprise fait pour la dyslexie, contribue à améliorer la marque employeur et vous savez que les jeunes sont très sensibles à la reconnaissance de ce qu'ils sont. Ils ont envie d'être, tels qu'ils sont et acceptés tels qu'ils sont. Voilà. Et donc notre projet avec Marine, c'est voilà, d'ici une dizaine d'années, que la dyslexie soit passée du handicap invisible, parce que c'est vrai qu'on parle malheureusement encore trop peu de nous, à ressources incontournables pour les organisations, pour les entreprises. En fait, notre objectif, c'est voilà, d'une masse de personnes qui serait une difficulté pour l'entreprise, essayer de faire comprendre à tout ce monde-là que c'est une ressource indispensable pour les défis que rencontrent et rencontrera les organisations. Alors, comment on va arriver à ce que dans 10 ans, toutes les entreprises, toutes les organisations, considèrent la du grec dyslexie, donc le mot déjà dyslexie est un défi pour un dyslexique. Déjà le mot, l'orthographe du mot, et la complexité du mot, voilà, représente une difficulté pour les dyslexiques eux-mêmes. Mais en fait, quand on le scinde en 2, dys ça veut dire difficulté, malfonctionnement, et lexis en grec ça veut dire mot. Donc la dyslexie, c'est une difficulté avec les mots, donc avec l'écrit. L'Organisation mondiale de la santé donne une précision, enfin 2 précisions qui sont très importantes. Donc, l'OMS définit la dyslexie comme une difficulté, dans l'apprentissage de la lecture et de son automatisme, chez des enfants intelligents. Donc c'est la première information qui est très importante, c'est que dans la dyslexie, l'intelligence est intacte. Et l'OMS précise que ces enfants, qui deviennent des adultes, puisque la dyslexie dure toute la vie, sont indemnes de troubles sensoriels, c'est-à-dire ils n'ont pas de problème, auditif, ils n'ont pas de problème de vue, et ils sont indemnes de troubles psychologiques préexistants. C'est pas un problème psychologique qui fait qu'on a une difficulté à encoder ou décoder les mots et à mettre les lettres dans le bon ordre. C'est très important. Donc intelligence parfaite, indemne de troubles, qu'ils soient sensoriels ou psychologiques. Et donc on voit bien déjà la première subtilité, c'est que la personne 10 ayant une intelligence tout à fait indemne, ne comprend pas elle-même pourquoi elle n'arrive pas à encoder, décoder les mots et puis ça commence dès l'école puisque, les petits camarades y arrivent et eux, ont plus de difficultés ou prennent plus de temps à le faire. Et donc, la dyslexie à travers les siècles, on a parlé la première description de la dyslexie, bah, elle vient avec la lecture évidemment, le début de la lecture généralisée, et au début on parlait de déficience, donc il y a un médecin qui a dit que ces personnes étaient aveugles aux mots. Elles ne voyaient pas les mots, elles voyaient, normalement, mais qu'elles étaient aveugles aux mots, c'était word blindness. C'était comme ça qu'était définie la dyslexie. Par quel mystère, on ne savait pas à l'époque. Ensuite, on a dit que c'était un trouble, puis en 2005, on a convenu que c'était un handicap en France, mais je crois qu'à l'ONU, c'était reconnu comme handicap bien avant, au moins 10 ou 20 ans avant. Et nous, on vous dit au XXIe siècle qu'en fait, ce handicap reconnu par la loi, sur le handicap de 2005 est en réalité un atout et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui et particulièrement un atout au XXIe siècle. Et maintenant, en entreprise, on parlerait plus de personnes déficientes, évidemment. En fait, le progrès est quand même énorme
en un siècle et demi. Et aujourd'hui, les mots que vous entendez ou les termes que vous employez ou que vous choisissez d'employer, c'est peut-être neurodiversité, neurodivergence, neuroatypie ou diversité cognitive. En ce qui me concerne et en ce qui concerne Quentin, je dirais que c'est notre préféré, la diversité cognitive. C'est juste, Oui. l'autre Si vous voit le monde différemment de moi et c'est OK, il y a pas de problème. Voilà, et ça apporte, ça enrichit plutôt que ça handicape. Alors pourquoi on vous dit que c'est un atout? On s'appuie sur des recherches, d'un chercheur d'ailleurs, qui s'appelle Damien Aymard, qui est du sud de la France, qui enseigne à Aix-Marseille et qui insiste sur les capacités, particulières des personnes dyslexiques sur la pensée systémique. Donc cette habileté, cette compétence à penser les systèmes dans leur ensemble. Ce qui est quand même très utile parce qu'on évolue, et notamment avec le numérique et la tech, dans des systèmes maintenant qui sont hyper complexes et on pourrait se perdre dans le détail. Bah, sachez que les dyslexiques, eux, ils pensent les systèmes dans leur ensemble. En Angleterre, nous avons Helen Taylor qui a fait une recherche qui a été publiée en 2022, qui est parmi la plus téléchargée dans cette revue qui s'appelle Frontier in Psychology, Frontières de la psychologie, où elle démontre en fait que les personnes dyslexiques ont des capacités extraordinaires, enfin au-dessus de l'ordinaire, dans toutes les compétences liées à l'exploration et la recherche de nouvelles informations et de nouvelles connaissances. Et donc, quelqu'un qui n'est pas dyslexique, comme moi par exemple, serait spécialisé ou aurait une capacité importante à exploiter les données existantes. Et les personnes dyslexiques, d'après Helen Taylor, ont développé des compétences qui leur permettent d'explorer. Donc pour cela, ils auraient laissé tomber au cours de l'évolution certaines compétences, donc par exemple le goût de l'extrême détail, parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin pour explorer de nouveaux continents, de nouvelles connaissances, et rapporter des nouvelles informations qui vont pouvoir permettre globalement à l'espèce humaine de s'adapter, parce que la complémentarité des cognitions entre ceux qui exploitent les données, qui les ordonnent, qui leur donnent du sens, et ceux qui explorent et qui ramènent des nouvelles données, eh ben, fait que l'espèce humaine est capable de s'adapter. Et donc chacun est spécialisé dans quelque chose. Et donc les dyslexiques seraient spécialisés dans l'exploration, ce qui explique, d'après Helen Taylor, qu'il y ait beaucoup d'explorateurs dyslexiques. Donc elle fait toute la liste des explorateurs anglais qui étaient dyslexiques. Et nous, en France, on a Jean-Loup Étienne, qui est donc un explorateur aventurier et qui est dyslexique également. Made by Dyslexia est une association en Angleterre qui a fait ses propres études. Alors, on n'a pas exactement le détail méthodologique, donc c'est pour ça que j'en parle en dernier. Mais Made by Dyslexia est un peu parrainé par Richard Branson, qui est un grand dyslexique et qui a créé l'Empire Virgin. Et Made by Dyslexia annonce les résultats de ses recherches qui sont que en visualisation, en imagination, communication, les personnes dyslexiques, dans tous les tests ressortent, enfin la façon dont il faut lire ces chiffres, c'est que une personne dyslexique est plus imaginative que 84% des personnes testées, non dyslexiques. Les personnes dyslexiques ont une capacité de raisonnement supérieure à 84% des personnes testées. Voilà, et pour l'exploration, donc on est bien à 84%. Et donc vous, en entreprise, tout de suite, vous voyez, tiens, est-ce que ça m'intéresse d'avoir des gens qui visualisent les systèmes, qui voient en images? Est-ce que ça m'intéresse d'avoir des gens imaginatifs, donc capables d'innover? Est-ce que ça m'intéresse d'avoir des gens qui raisonnent sur des sujets complexes et qui arrivent à partir en exploration pour penser le futur? Bon, j'imagine que la réponse est oui, vu l'environnement dans lequel on travaille. Voilà, et ça, c'est une slide, c'est une, mise en image que j'aime bien parce que vous êtes en entreprise, dans des organisations, vous recrutez, vous interagissez et ça, en fait, ce que j'essaie de vous ça, c'est une invitation à vous demander ce que vous voulez comme collègue de travail et de quoi a besoin votre organisation. Est-ce qu'elle a besoin de gens
très fort en communication, pensée créative, résolution de problèmes complexes et relations interpersonnelles, parce que les personnes dyslexiques ont des aptitudes à la communication et puis aux relations entre personnes? Ou est-ce que vous avez besoin dans vos organisations de personnes qui savent, parfaitement, qui connaissent parfaitement la grammaire, qui savent parfaitement mettre la ponctuation dans les phrases, lire à grande vitesse un grand nombre d'informations et qui savent apprendre par cœur? Voilà. Donc les personnes dyslexiques sont plutôt dans la partie faible en ce qui concerne l'apprentissage par cœur, la lecture à grande vitesse et mettre la ponctuation parfaitement ou l'orthographe parfaite dans les phrases. Par contre, ils sont très forts, dans les compétences et les aptitudes que je viens d'énoncer précédemment, donc pensée créative, innovation, communication, résolution de problèmes complexes, voilà. Et donc à vous de faire l'arbitrage et puis on va en venir petit à petit à, quand je recrute, est-ce que je m'arrête au CV rempli où il y a, des coquilles ou des fautes d'orthographe? Est-ce que je les mets directement à la poubelle? Ou est-ce que, finalement, je suis pas en train de passer à côté d'un profil, dont j'aurais besoin? On commence à s'interroger, là-dessus. Les compétences dyslexiques, ont donné lieu, et c'est sur, LinkedIn, à la création de la notion de pensée dyslexique. En fait, on dit pas, en fait, on a, externalisé, on dit pas qu'une personne est seulement dyslexique, on a nommé en compétence et dénommé en compétence la pensée dyslexique. Donc c'est une traduction de l'anglais, qui est donc une approche particulière pour résoudre des problèmes, évaluer des informations, pour apprendre. Et c'est un mode de fonctionnement qui est souvent utilisé par les personnes dyslexiques et qui repose sur la reconnaissance des schémas, donc des grandes tendances, un raisonnement spatial, une pensée latérale, donc pensée globale, et une communication entre les personnes. Un Je grand reprends la main. dyslexique, ouais. C'est Steven Spielberg qui a dit dernièrement, hein, il s'est déclaré il y a que 2 ans, je crois, dyslexique, qu'il a dit publiquement en disant que les films m'ont sauvé de la honte. J'aime bien prendre cet exemple-là pour parler de Spielberg, au-delà de Jurassic Park et de E.T. Hein, pour regarder le premier film qu'il a réalisé, qui a duré 25 minutes, qui a eu l'audace dans les années 68 de créer ce film avec 2 personnes qui ne parlent absolument pas et qui ne qui communiquent que au travers juste avec des gestes en fait. Enfin, faut être assez cinglé à l'époque pour avoir fait ça quand même. Mmh. On a aussi Richard Branson dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, qui est un peu notre modèle sur le sujet de la dyslexie au travail. Hein. Force est de constater qu'il a créé énormément de choses et qui avoue publiquement que la dyslexie force à se concentrer sur les choses dans lesquelles on est bon et à s'entourer d'autres personnes pour le reste. Effectivement, les 10 ont cette compétence de se dire bah, j'ai des difficultés là-dessus, je vais arriver, alors avec une certaine maturité aussi, à, comment dire, à m'entourer, à m'aider de personnes, que ce soit dans la famille ou dans le travail, dans le bureau d'à côté, euh, pour, euh, pour m'accompagner dans mes difficultés. Et Gary Ghosn, hein, qui est l'ancien patron de Goldman Sachs, qui a été patron pendant une dizaine d'années. Juste à lire ses propos, hein, j'y ai pensé de nombreuses fois vraiment, parce que cela définit qui je suis, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans ma dyslexie. Et on a plein d'exemples de grands patrons, malheureusement surtout américains, parce qu'il y a ce sujet américain qui est décomplexé. Donc les Américains, enfin ça vient d'Angleterre, hein, la création de la pensée dyslexique. Je vous invite, et Quentin vous invite, parce qu'il l'a fait, Ouais, exactement. à vous déclarer dyslexique sur LinkedIn. Alors se déclarer, c'est une compétence. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a quand même des entreprises qui cherchent des personnes 10. Voilà. Et notamment les services secrets anglais, par exemple. Le GCHQ. Oui, avec Marine, quand on a écrit le livre, on s'est posé beaucoup de questions d'avoir un modèle français comme Richard Branson, un grand capitaine d'industrie, même un grand élu. Bref, on a cherché une personne référente française et on a fait cette publication sur les réseaux sociaux. On a recherché et on a demandé à ce que
à savoir si quelqu'un connaissait un grand patron, un grand capitaine d'industrie. Et c'est pour ça qu'on a fait cette publication. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé. Donc, la conclusion, c'est qu'en fait, il y a un Richard Branson en France, il y en a même sans doute plusieurs, c'est-à-dire une Oui. personne 10. Richard Branson a quitté l'école à 15 ans, il a monté l'empire Virgin, il est multimilliardaire, il va dans l'espace, et il reste 10. Enfin, la dyslexie, on l'a dit, c'est jusqu'à la fin de sa vie. En France, il y a des personnes dyslexiques, il y a des modèles, des personnes qui pourraient jouer ce rôle modèle, mais on ne l'a pas encore trouvé. Voilà. Donc, Encore parce qu'il y avait aujourd'hui. 2 hypothèses. Il y avait soit elle n'a pas réussi à transcender, le système français éducatif et entrepreneurial, elle n'est pas arrivée et donc il y en a pas. Mais nous, on est sûr que c'est tout le contraire, qu'évidemment, il y en a beaucoup, mais que simplement on ne le dit pas et peut-être que eux-mêmes ne le savent pas. Ce qui traduit aussi encore une honte sur le sujet, hein. Voilà. Alors, on a vu ce qu'était la dyslexie, on a vu, pourquoi c'était intéressant d'en parler au travail, on a vu les compétences rapidement, que cela recouvrait en s'appuyant sur un travail de recherche et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit pas pour les 10, un grand pas pour l'entreprise et on va s'intéresser à la dyslexie au travail, vraiment dans le cœur du détail du travail quotidien. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est évidemment, avant de passer à la vie au travail, il faut déjà, quand on est dyslexique, chercher un travail. Et là, ça va peut-être vous intéresser parce que c'est le premier écueil, c'est la première difficulté quand on est dyslexique, c'est comment je fais pour m'insérer dans le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, Alors, les trois phrases que vous pouvez voir, là, c'est trois propos recueillis de Marine lors de longues et d'intenses conversations qu'on a pu avoir ensemble sur le sujet de dyslexie au travail et aussi dans la recherche d'emploi, parce que je suis actuellement en recherche d'un nouveau projet professionnel. Et Marine a noté ces trois phrases-là que je vais vous commenter. Alors, la première, c'est: je n'ai pas l'occasion de parler de ma dyslexie lors des entretiens d'embauche. Évidemment, parce que ça reste encore pour moi une sorte, comment dire, de tabou, même si effectivement je l'ai mis sur LinkedIn, j'en ai fait un livre, que j'en peux parler assez souvent sur les médias ou sur les réseaux sociaux, mais il y a encore cette gêne de me dire, bah, ça peut être encore mal perçu et on peut m'interdire de passer à l'entretien suivant. Le deuxième propos recueilli par Marine, c'est bah, la dyslexie est méconnue. Nous avons des qualités effectivement très appréciées, mais qui n'arrivent pas dans l'entretien d'embauche, que si je me sens à l'aise pour en parler. Effectivement, durant ces derniers mois de recrutement, j'en ai parlé que 2-3 fois sur une quinzaine d'entretiens que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce que j'étais mis à l'aise, parce que aussi il est vu publiquement que j'ai abordé ce sujet-là dans un livre dans les médias. Donc quand certains font des recherches, ils m'en parlent. Et la dernière phrase recueillie, c'est: les tests ne sont pas adaptés, j'aurai toujours la lenteur car je dois me relire. Effectivement, je dois passer certains tests en ligne et j'ai cette difficulté. Alors moi, je suis un dyslexique léger, même j'ai quand même cette lecture qui est plus lente, d'appréhension plus lente sur certains tests. Donc, obligatoirement, je vais vous prendre un cas d'un test que j'ai fait et d'un retour de test que j'ai eu avec la personne qui me dit: effectivement, vous êtes dyslexique, on a bien compris, mais vous ne passerez pas quand même l'étape supérieure. Ça, c'est un moment que j'ai vécu il y a quelques mois maintenant. effectivement. Alors, je n'ai pas l'occasion de parler de ma dyslexie lors des entretiens. Donc ça interroge. La dyslexie n'est pas connue et on ne connaît pas les qualités, associées à la dyslexie et les dyslexiques eux-mêmes, ce que dit Quentin, j'en parle, mais si je me sens à l'aise. C'est-à-dire que, bien sûr, un entretien d'embauche, ça représente un stress et pour un dyslexique, c'est le stress plus parce que, il ne sait pas s'il va pouvoir parler de tout ce qu'il pense savoir faire, parce qu'il va être plus occupé peut-être à masquer, ou à penser à ce que vous pensez de la dyslexie, qui est Voilà, quand c'est même très surtout ça. méconnue. C'est surtout ça. On pense à ce que l'employeur pense de la dyslexie et donc on essaie de savoir. Les tests ne sont pas adaptés, peut-être en temps, effectivement, peut-être qu'il faut plus de temps ou même, beaucoup de tests sont écrits, donc comme il y a ce serait peut-être plus facile à l'oral. Je suis sûre que vous avez des milliers de solutions
à proposer à Quentin et il y a peut-être déjà des choses que vous faites. Est-ce que vous pourriez nous dire ou nous écrire dans la conversation quelque chose que vous faites pour répondre à la préoccupation de Quentin? Ou c'est pas une préoccupation d'ailleurs, c'est du vécu. Oui, c'est Voilà, vécu. c'est je me sens pas toujours à l'aise, je ne sais pas ce que c'est mon employeur sur la dyslexie, donc dans le doute, on n'en parle pas. Et les tests qu'on me fait passer ou les résolutions de cas pratiques sont pas adaptés. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire dans, dans la conversation, de ce que vous faites déjà? Juste pour répondre à Jade, dans la conversation qui pose la question, laisser le temps les gens de réfléchir et de proposer leurs solutions. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de dyslexie? Oui, il y a des dyslexiques légers et des dyslexies graves. C'est ce qu'on dit dans notre livre. Essayez de comprendre je sais pas, les gens de vos entourages ou vos collaborateurs ou vos salariés. Quel est son cocktail de dyslexie? C'est-à-dire, il peut être un peu dyslexique, un peu dysorthographique et un peu dyspraxique. Et chaque dyslexique a son cocktail de dyslexie. Donc, la première chose à faire d'un point de vue RH, c'est d'aller chercher son cocktail, essayer de faire réfléchir la personne dyslexique dans son cocktail de tout ça. Mmh. Tiers-temps dans le cadre des études supérieures. Oui, alors ça, on a eu le cas. On a eu le cas Oui, d'une mais au travail? Nous, on au parle du travail. travail. Mmh. Si vous permettez, Anthony, je suis référent handicap et RSE de mon entreprise et on a revu le parcours d'intégration. On a une convention avec la GFIP et notre première action était de créer une affiche interne sur le handicap, démontrer qu'on était handi accueillant et on a chaque site de l'entreprise a une pièce dédiée au recrutement avec cette affiche et dans le parcours, heu, réception, entretien, selon comment on perçoit le candidat que l'on reçoit, on présente l'entreprise handi accueillante et sur tous les derniers entretiens que j'ai pu faire avec le service recrutement, dans le quart d'heure en présentant qu'on est handi accueil, qu'on a des personnes, sans rentrer dans le détail, qu'on a des personnes 10, qu'on a des personnes, avec, d'autres différences, parce que nous on parle de différences. En moyenne, dans le quart d'heure ou la demi-heure, la personne me dit spontanément: «Je suis 10». Ou je pense être 10 et puis vu qu'on s'occupe de traiter les dossiers avec, nos salariés, on les aide à monter les dossiers s'ils ne sont pas déjà RQTH. S'ils sont RQTH, ils nous sortent directement le papier et on les rassure en leur disant: «Quelle que soit la différence, on ne regarde pas la différence, mais on regarde les compétences» et ça rassure et les personnes nous le disent spontanément et à l'heure actuelle, rien que dans le service que je m'occupe et il y a 5, 6, 10 qui sont rentrés dans l'entreprise en moins d'1 an. Donc voilà, ce qu'on a mis en Génial. place. Mmh. Après, c'est une méthode comme une autre. Génial, merci beaucoup. C'est super. Quentin, tu as Mmh. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on va voir après, on l'a écrit, mmh, et c'est que monsieur a créé un climat favorable, détendu, complètement sincère, mmh, ce qui permet aux candidats de venir et de pouvoir parler mmh, tout simplement du sujet, hein. Je vais juste vous raconter une autre petite anecdote que j'ai vécue. Le recruteur en question s'était renseigné sur moi, avait vu que j'avais écrit le livre, et il m'a dit, bah, effectivement, il y a quelqu'un avant-hier qui effectivement nous a parlé de la dyslexie, qui a amené la dyslexie comme une compétence supplémentaire. Bah, j'ai vu que vous avez écrit le livre, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc là, mmh, c'était bien fait, et j'ai pu me délivrer, hein, complètement. mmh. Voilà, donc créer un donc c'est dit, hein, dans les conversations, évoquer l'existence d'une mission handicap dans les entretiens de recrutement, mais peut-être que l'affiche, les personnes 10 sont extrêmement visuelles Mm. et voilà, donc ça peut être, Et très pour aller plus loin, intéressant. et pour Oui. aller plus loin, on a formé en même temps tous les cadres à la différence et on fait également, toute personne qui peut avoir un lien hiérarchique pour expliquer qu'un ordre donné à quelqu'un peut être compris d'une manière, pour une autre, ce sera peut-être, le présenter différemment. Donc on a Mmh, sensibilisé tout le monde
Et on a formé une grande partie Mmh. des personnes qui peuvent encadrer et de parler librement, même entre collègues, pour Mmh. voilà, qu'ils comprennent que quelqu'un va peut-être pas comprendre la même manière qu'eux, mais qu'au final, on voit la différence comme un enrichissement et qu'on Oui. arrivera tous au même résultat. Mmh. Génial. Alors, Quentin, ce que je te propose, c'est comme il y a pas mal de Ouais. suggestions, tu vas me dire si ça te paraît, parce que là, vous avez la chance d'avoir un 10 en live et puis qui Alors, ne se cache plus. Alors, proposer l'utilisation pour les tests de lecture automatique et de reconnaissance vocale quand il y a des entretiens. oui, c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé, effectivement, mais Mmh. c'est intéressant. Ouais, effectivement, ouais, c'est intéressant. Dans le même genre, il y a utilisé des typographies, des espacements de caractères Bien adaptés. sûr, bien sûr. Bien évidemment, il y a la typographie spécialement pour les dyslexiques. Mmh. Je suis un fervent défenseur du sujet. Oui, oui, c'est même moi qui est un dyslexique léger, ça me permet de lire plus. C'est-à-dire que ça me fatigue beaucoup moins. Mmh. Constance nous dit: «Mise en place de logiciels qui aident à l'orthographe pour la rédaction, pour toute personne, même les non-dys» et la On y question viendra est après. et sinon, elle dit que la question est intégrée dans les entretiens de recrutement, puis à l'onboarding, présentation de la politique handicap. Qu'est-ce que tu en Oui, aussi, ça peut penses? être favorable en disant qu'effectivement, si on y viendra après, mais on va aborder le sujet du contexte favorable pour un entretien d'embauche pour un Mmh. dyslexique. Oui, oui, le fait de dire bah, on est une politique handicap et de le dire à voix haute, oui, effectivement, Mmh. encore une fois, ça crée un climat de confiance. Voilà, mettre une mention dans l'offre d'emploi que l'entreprise est Andy accueillante. On va voir, un peu plus tard, les Ouais. réactions de Quentin, ce qu'on en Hum, a prévu. Offrir 2 demi-journées rémunérées pour que les salariés puissent faire leur RQTH, pourquoi pas. très bien. Hem, et on nous dit, beaucoup de collaborateurs sont non identifiés. On aborde ces sujets tabous à l'entretien d'embauche. Addiction, handicap divers, sans test et avec toute la confiance avec la future salariée. Méthode sinon de recrutement par stimulation, fondée sur les habiletés et les motivations des candidats, ça c'est génial, je Ah, voilà, pense. ça c'est génial, effectivement, parce que ça je le vis au travers de la période que je suis en train de vivre, c'est-à-dire que je cherche à changer complètement de domaine d'activité avec un gros projet professionnel. Effectivement, je ne viens pas de ce milieu professionnel, mais je suis extrêmement motivé et j'ai quand même un CV, j'ai envie de dire, assez épais dans l'expérience. Et malheureusement, ce qui est dit dans le commentaire, c'est que la motivation avant tout, en fait. Mmh. Et les habiletés, c'est-à-dire les cap même si c'est pas sanctionné par un diplôme parce que, Oui. la vie fait que, et ben, en fait, ça n'empêche pas de tester les compétences et les habiletés. Alors Marianne nous dit que le terme handi accueillant est stigmatisant. Est-ce qu'on Non, préfère inclusif? Quentin? La réaction, sans préparation, hein, c'est qu'est-ce que tu exactement. ressens? Le problème du terme inclusif fait penser à autre chose. Mais je pense à un terme spécifique à la neurodiversité. Neurodivers, j'aime bien. Ouais, neurodivers, c'est pas mal. Mmh, d'accord. Alors, voilà, je passe un peu rapidement parce qu'il faut quand même qu'on avance. Former les recruteurs et les responsables RH à la dyslexie. Qu'est-ce que tu en penses, Quentin? Oui, et ce que je viens de vous dire précédemment, c'est que effectivement, essayer de comprendre la dyslexie, les sous-formes de la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie et toutes les autres formes, et à chaque fois, essayer de faire comprendre aux managers qu'un dyslexique ne ressemble pas à un autre, et essayer de comprendre son cocktail de 10. Mmh. Ça prend pas beaucoup de temps de comprendre la dyslexie, hein. Moi, je l'ai Mm. fait puisque j'ai travaillé avec Quentin. Nous avons travaillé ensemble pour le livre et j'étais persuadée de jamais avoir rencontré de 10 dans mon travail avant et en fait, c'est juste que je ne comprenais pas ce que c'était. Comme beaucoup, je connaissais le mot, je connaissais des personnes qui avaient des enfants dyslexiques, je n'avais en réalité aucune idée de ce que c'était que la dyslexie et ça, je crois que c'est pas acceptable, de nos jours, de ne pas, comprendre. Voilà et de ne pas s'y intéresser, surtout si on nous dit que ça concerne 10 de la population française et de tous les pays d'ailleurs, dans toutes les cultures. Si vous travaillez avec l'étranger, il y a autant de 10, ailleurs et voilà et c'est pas, ça prend pas énormément de temps, de s'intéresser à ce sujet.
La méthode de recrutement, par simulation, oui, tout à fait. Mmh. OK, on va avancer un petit peu parce que sinon on risque de déborder. Ah zut! Alors, faut que je retrouve mon À écran. 11h37 parce qu'on a la phase de questions-réponses. J'ai bien Oui, retenu la question de Marlène, j'y répondrai. OK. Si on prend un tout petit peu de recul, l'entretien de recrutement ou la démarche de recherche de boulot et notamment le moment de l'entretien avec les managers ou avec l'ARH, génère des biais qui sont que le recrutement favorise plutôt ceux qui ont l'air d'avoir confiance en eux, qui donnent le change, qui se vendent bien, qui sont persuasifs dans leur lettre de motivation et qui jouent leur va-tout. C'est-à-dire ils arrivent et ils donnent tout, à l'entretien. Heu, c'est un peu difficile de faire ça donc je parle sous le contrôle de Quentin, Mmh. mais parce qu'on a interviewé énormément de personnes dyslexiques pour notre livre. Heu, pour une personne dyslexique, regarder quelqu'un dans les yeux pendant longtemps, c'est très difficile. Mmh. Parce que quand les personnes dys réfléchissent, elles ont, besoin de regarder ailleurs et quand on n'est pas dyslexique et que quelqu'un ne nous regarde pas dans les yeux, on est, gêné et on se dit: «Bah, il est pas franc du collier, il est» voilà, c'est une interprétation qui est complètement fausse. Simplement, la personne dyslexique a besoin de se concentrer, et c'est pareil, dans ce qui concerne la confiance en soi, c'est pas du tout que les personnes dyslexiques n'ont pas confiance en elles, c'est plutôt qu'elles ont l'habitude de surmonter des difficultés et de trouver des solutions et donc elles vont probablement pas arriver en en détonnant, sur leur, façon d'afficher leurs compétences. Voilà, elles vont être peut-être plus dans l'humilité, plus Voilà. modestes et plus réalistes aussi. Donc voilà. Quentin, je sais pas si tu parce que du coup, on parlait avec Quentin de comment on réalise un entretien qui permet d'embaucher un dyslexique. Quentin l'a dit, c'est absolument créer un climat rassurant. Voilà. Attention au climat froid, aux personnes un peu distantes ou cette distance qu'on va mettre pour l'entretien, est très excluante pour une personne dyslexique. La confiance, ce que disait Quentin, j'ai repris ses propos en fait, ou tes propos Quentin, c'est Mmh. un temps de départ, avec des petits échanges informels pour mettre en confiance et surtout réduire l'anxiété de la personne dyslexique. Parce qu'il faut comprendre qu'un dyslexique qui depuis l'école, se retrouve en difficulté alors qu'il ne comprend pas pourquoi il est en difficulté, c'est-à-dire que, c'est juste un encodage et décodage de mots, a une petite tendance à voir l'environnement comme, anxiogène ou hostile. C'est ce que dit le chercheur Damien Aymard aussi. Finalement, ils finissent par voir que l'environnement, est hostile. Donc cette petite anxiété, mérite d'être, diluée tout de suite dès le départ de l'entretien. Ce que tu disais Quentin, c'est très important de donner une vision globale du Mmh. rôle et du job du candidat dans l'organisation. C'est-à-dire au lieu de se Ouais. focuser sur le job, c'est voir globalement où ça va se situer. Je parle sous ton Bon. contrôle Quentin Ah non, mais bien sûr, parce que en fait, nous, les 10, contrairement à vous, les moldus, j'ai envie de dire, on a cette capacité à- disons que nous ne sommes pas des collaborateurs, des salariés qui resteront dans leur fonction et ne pas voir ce qui se passe avant et après. Euh, pour citer un exemple très rapide, parce que le temps passe vraiment vite, euh, j'ai toujours considéré mon activité au quotidien et j'ai toujours pris en considération ce qui se passait dans les services avec lesquels je travaillais et d'avoir cette meilleure interaction pour avoir une meilleure productivité. Je fais rapide parce que c'est... et c'est pour ça que c'est important dans l'entretien d'embauche de dire, voilà, les interactions que vous allez avoir, c'est important de bien comprendre que vous allez travailler avec telle personne, tel service, telle filiale, telle autre association. Et voici le lien et les connexions que vous aurez. Vous allez voir, après, ça sera 10 fois plus productif pour lui si déjà à la base, c'est bien expliqué. Voilà, un autre, point important, c'est en finir avec les moutons à 5 pattes et on revient aux compétences de tout à l'heure. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui fait zéro faute et qui sait tout apprendre par cœur ou, est-ce que vous êtes prêt à faire le deuil de cette compétence ou de lui mettre à la disposition de cette personne, moyennant, quelques dépenses, un logiciel, un correcteur d'orthographe, voilà, faire
se dire, bon, cette compétence, il l'a moins, mais par contre, super créatif, innovant, résolution de problèmes complexes, voilà, et arrêter de chercher la personne parfaite dans l'entretien. Enfin, c'est évident, mais en France, on a quand même une focalisation sur l'écrit. D'ailleurs, on parle de faute d'orthographe comme si c'était une faute morale, alors qu'en fait, ce sont des erreurs en ce qui concerne les dyslexiques. On y viendra après. Voilà. Et puis le job crafting, c'est finalement, j'ai un job, j'ai besoin d'une personne qui parle très bien et est très commerciale et écrit très bien les rapports. Est-ce qu'on peut réfléchir, c'est un peu l'objet du job crafting, à se dire, bon, finalement, la partie écrite, c'est presque la moins nécessaire et je vais peut-être le faire par quelqu'un d'autre. Ou je vais le binômer avec quelqu'un qui je vais le prendre parce que c'est un excellent commercial et la partie écrite, eh ben, on va passer soit à un collègue, soit faire en sorte que ce soit moins pénalisant ou que ce soit sous-traité ou binomé, voilà, par exemple. C'est ce qu'on fait assez facilement dans l'informatique. Il y a souvent plusieurs ingénieurs qui travaillent et puis c'est pas le dyslexique qui fait le rapport, évidemment. Et ça pose la question de finalement à la fin qui a la promotion et dans la dynamique habituelle des entreprises, c'est celui qui a écrit le rapport qui a la promotion. Or, c'est pas forcément lui qui a trouvé les solutions informatiques, etc. Donc, je mets ça à votre réflexion. France Travail rapidement, puisque c'est le sujet d'actualité de Quentin. Quentin, si tu veux en parler sur le paradoxe 10 et Ouais. RQTH. Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, j'avais commencé. On a eu beaucoup de commentaires sur la conversation, sur le sujet, effectivement, RQTH. Je vais vous dire le fond de ma pensée, j'ai un problème philosophique avec le sujet. J'arrive pas à me dire que j'ai la même reconnaissance qu'une personne qui a des difficultés visuelles ou aveugle ou une autre personne qui est qui est dans un fauteuil roulant. Enfin, j'ai du mal à- ça me pose problème. Je préférais qu'on ait un autre système pour tous les neurodivers, pour tous les handicaps invisibles. Mais voilà, j'ai ce problème. Et aussi, la deuxième difficulté que c'est j'ai peur au frein à l'embauche, le fait d'être RQTH. J'ai peur au frein à l'embauche. À tort peut-être, hein. Je dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, ça me pose ces deux difficultés. Alors, Marine a écrit les annonces ne sont pas toujours explicites. Effectivement, on voit souvent en bas des annonces d'embauche, des aménagements de postes peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées. C'est peut-être vrai, mais j'ai un peu l'impression de dire la même chose que veuillez consommer de l'alcool avec modération. Ça fait un peu forme obligatoire. Essayez d'adapter en quelques phrases, pas qu'en 2 phrases, 4, 5 phrases, nous accompagnons les personnes en situation de handicap physique, en situation de difficulté, sur la neurodiversité, sur l'autisme, sur le TDAH. Enfin, soyez plus explicite, plus précis. Mm. Et personne ne se fait l'avocat des compétences 10 auprès des employeurs. Effectivement, c'est un sujet nouveau de parler de la dyslexie en milieu professionnel et surtout d'un point de vue positif. On l'a bien vu dans l'écriture du livre, hein. On a été les premiers à le faire. Mais rassurez-vous, Marine et moi, on est là tous les deux pour être les ambassadeurs du sujet. Mm. Alors, sur le livre que je vous montre, on a réalisé une trentaine d'interviews de personnes dyslexiques, peut-être un peu plus. Aucune n'a souhaité avoir son nom de famille dans le livre. C'est pour vous donner une idée de l'ampleur du problème. Donc, on en est là aujourd'hui en 2025 et je les comprends. Alors, il y a une personne qui a donné son nom de famille, donc qui est reconnaissable dans le livre, évidemment, mais c'est parce qu'il dirige sa boîte et il est très successful, donc il n'y a plus de problème. Voilà. Dyslexie et vie au travail. Alors là, on va vous parler du quotidien du travail, en descendant vraiment dans les micro-situations du travail. On vous partage là un email envoyé, et c'est toi qui raconte tout ça, Quentin, d'un Ouais. collaborateur dyslexique à Monsieur Alexandre Philippe de son nom de famille.
Voilà, d'où double prénom, je sais pas comment on dit, un nom-prénom, bref, qui ressemble à des prénoms. Ce collaborateur 10 qui envoie ce mail en se trompant. Voilà, en se trompant entre le nom et le prénom. Voilà. Mais bon, comme ça, ces deux prénoms, vous imaginez que pour un dyslexique, c'est quand même limite un piège. Ce collaborateur 10 a eu une réponse cinglante, très froide, ce qui a peut-être conduit à perdre son travail. Bon après, pour être très honnête avec vous, le collaborateur 10 non déclaré, en fait, il est juste en face de vous, il porte des lunettes. Donc donc la situation, c'est, au lieu de dire, «Bonjour Oui, Alexandre» du prénom, c'est «Bonjour Philippe». Voilà, donc voilà. on peut lier ça à la fatigue, à l'interversion des Non, mots, des lettres, voilà. Le corps du mail était, tout à fait, il y avait peut-être parfait. des fautes. Euh, Il y a peut-être des fautes, mais Sinon, il je y me avait suis en tout trompé. cas, toutes les informations demandées. La réaction de la personne donc, toi tu es dyslexique non déclaré, tu envoies ça, à quelqu'un, la personne le prend mal évidemment en se disant, donc quelle a été la réaction et qu'est-ce que ça a, Bah, généré la chez réaction, la toi? réponse, c'était bonjour, je ne m'appelle pas Philippe, je m'appelle Alexandre. Point. Alors effectivement, dans l'image que vous voyez en face de vous, il y a écrit copie toute la terre. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes en copie. Ce que ça a généré chez moi, bah, ça a généré du stress, de l'anxiété, de la honte. Bref, le quotidien d'un dyslexique et un petit clin d'œil sur l'enfance et la scolarité. Et le ressenti, bah, pour si peu de choses, vous vous remettez beaucoup en question. Euh, Surtout, vous avez peur de la suite parce que, au final, cette personne-là est un directeur général, qu'il avait le droit de vie ou de mort potentiellement sur un job. Et bah, potentiellement, c'est ce que m'a coûté mon emploi à l'époque. Hein. Voilà et donc on peut se dire que si je suis le directeur général Alexandre Philippe, effectivement, je le prends très mal si quelqu'un ne connaît même pas mon prénom. Heu, Par contre, si je sais que le collaborateur est 10, hem, le mail que j'ai renvoyé copie toute la terre, bah, là, j'ai honte d'avoir envoyé ça et d'avoir envoyé un mail cinglant à une personne, voilà, dont j'ignorais ou j en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ce manager, il ne s'est pas posé la question. Il l'a pris personnellement, il ne s'est pas posé la question de savoir si son collaborateur serait peut-être pas 10 et à peu près 100 des dyslexiques nous ont dit qu'ils versaient à peu près tous les prénoms ou qui ne se rappelaient pas des prénoms des gens. C'est assez classique dans la dyslexie et donc ils appellent les personnes d'un autre prénom. Ce n'est pas grave. C'est une des spécificités des dyslexiques, voilà et on nous l'a tellement dit que je pense que c'est assez récurrent et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben là, la boîte passe à côté d'un collaborateur motivé, le patron, n'est pas content et voilà et donc ça, c'est la micro-vie d'un dyslexique au travail. La, la réunion, deuxième micro-vie d'un dyslexique. Donc là, je dis rapidement, la réunion, préparée par le directeur, bah, c'est évidemment à 17 heures quand on a fini le boulot, qu'on y a moins de boulot. Heu, D'abord, on va présenter la politique RSE en 45 minutes et puis, je demanderai à un collaborateur au hasard de lire des slides, ça c'est assez courant. Ensuite, on présentera un nouveau collaborateur, on prendra 20 minutes et puis on va faire un énorme brainstorming. Donc là, vous voyez qu'il est quasiment 18 heures, de 50 minutes et je vais vous passer un PowerPoint de 100 pages. Et puis je demanderai à quelqu'un de faire le compte rendu en début de réunion, potentiellement un dyslexique, qui ne se sera pas déclaré. Pourquoi cette réunion n'est pas 10 compatible? Pourquoi c'est impossible pour un dyslexique de suivre une telle réunion, qui paraît pourtant classique? Eh ben, Quentin vous a refait la réunion compatible pour les 10, un petit pas pour les 10. D'abord, c'est l'heure de réunion. Quentin, on t'entend pas? Allô? Ouais, Ouais, c'est c'est bon? bon. Oui, effectivement, privilégier comment dire, les réunions le matin, hein, éviter les réunions l'après-midi ou la fin de surtout la fin de journée, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, Ce que, l'ordre de réunion, l'ordre des points du jour. Commencer par les sujets de réflexion, éviter d'avoir
les sujets où il faut réfléchir ou échanger, commencez toujours par ces sujets-là en début de réunion. J'ai eu Marine a fait des surlignés en vert. Et c'est pas anodin puisque moi je travaille beaucoup avec les couleurs, donc c'est pas anodin si il y a ces couleurs-là. Cette nuit, j'ai réfléchi à ce sujet-là. N'hésitez pas à faire des encadrés, par exemple, entre chaque thématique. Ça peut aider à la lecture. Ou alors, très rapidement, vous allez sur une IA, vous demandez une carte mentale de l'ordre du jour. Ça sera beaucoup plus simple pour nous parce que la carte mentale nous parle beaucoup plus qu'à vous, les moldus. Alors, toujours, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est effectivement, vous avez la définition du temps. Toujours envoyer les documents avant la réunion pour qu'on puisse se préparer, pour qu'on puisse lire tranquillement tous les sujets pour cette réunion. Toujours imposer une pause, mais bon, ça se fait quand même le plus souvent du temps. Voilà, donc là, Quentin, tu avais intégré une pause et moi, je peux livrer un témoignage quand j'ai interviewé un patron dyslexique qui devait présenter des slides en réunion qu'il n'avait pas lu avant parce que c'est arrivé trop en retard. Tout patron qu'il était, tout succès qu'il ait eu dans son entreprise, il a eu un voile noir devant les yeux, il le raconte, et il s'est tenu à la table pour ne pas s'évanouir parce qu'il s'est retrouvé en situation de lire en réunion des PowerPoint qu'il n'avait pas pu déchiffrer avant. C'est pour vous dire à quel point l'envoi des documents avant, c'est une bonne pratique de réunion, mais c'est hyper important pour les 10. Et de dire à la volée, qu'un manager dise à la volée, toi tu vas me faire le compte rendu, ou toi tu vas me faire la lecture d'un document qu'on ne connaît pas avant, ça peut mettre en difficulté une personne dyslexique. Moi, j'ai formé des patrons d'hypermarchés. Et une fois, j'ai demandé enfin comme je fais toujours, j'ai demandé aux participants le plus proches de moi d'aller noter au tableau, au paperboard, les attentes des participants. Et ce patron d'hypermarché s'est retrouvé tout rouge, commençant à ne pas pouvoir noter les choses, et il a dû dire devant tout le monde qu'il était dyslexique et qu'il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à noter les choses devant le paperboard, et ça m'a mis personnellement, puisque j'animais la formation, dans une situation extrêmement difficile. Parce que c'était pas du tout ce que je voulais, c'était pas ce que je souhaitais, et voilà, j'ai rencontré aussi une professeure de médecine qui ne fait pas de formation, elle participe peu et elle n'anime pas pour ne pas se retrouver à écrire devant un paperboard. C'est pour vous dire que tout ce qui touche à l'écrit, et il y en a beaucoup dans l'entreprise, tout ce qui touche à la lecture, il faut faire attention de ne pas prendre les gens à brûle-pourpoint. Voilà. Alors, le mail, Quentin, j'ai repris les mots de Quentin et on va vous laisser un peu de temps pour les questions. L'avalanche de mail est un enfer. Oui, puis les conversations de mail en plus, c'est le pire, ça. Et les conversations de mail, c'est pire. Ouais, c'est pire. Et voilà, ne parlons pas du retour de vacances, ça c'est pour tout le monde. Donc, règles d'or, mais c'est des règles d'or qui sont valables en fait pour tout le monde et pas que pour un dyslexique, c'est une idée par mail. On ne commence pas à mettre 50 idées au risque de perdre à peu près la totalité des destinataires d'ailleurs. Un mail, c'est pas fait pour faire 50 pages, donc 15 lignes maximum. Et comme le disait Quentin, et notamment quand il y a pas mal de mails à échanger, il ne faut pas hésiter à mettre des mots en gras ou à mettre de la couleur dans les mails. C'est ce que tu disais, Quentin, dans ton précédent travail. Ouais, tu utilisais des codes couleurs avec tes collaborateurs. Exactement, j'avais des codes couleurs pour des réponses pour certains services, et je leur demandais, un subordonné, je lui demandais de me valider avec juste un objet du mail en rouge, écrit en rouge ou en vert. Voilà, comme ça allait beaucoup plus vite. Je supprimais le vert parce que j'en ai plus besoin, et le rouge, je le retravaillais. Donc le rouge, c'est ce qui était pas bon, donc tu le retravaillais. Voilà. Le vert, c'était bon, donc tu passais à autre chose. C'est validé, voilà. On envoyait. Voilà. Alors, s'il y a trop de mails et trop d'avalanches de mails, toi tu disais, Quentin, je préfère les SMS, ce qui n'est pas commun en entreprise. Et tu disais, je dicte,
ça va plus vite, c'est plus adapté pour moi. Exactement, que ce soit WhatsApp ou SMS, j'appuie sur le micro, je parle, j'envoie et je gagne du temps. Voilà, donc c'est un mode, en entreprise qui, peut-être qu'on peut réfléchir à se dire: «Bah, tiens, sur certains sujets, effectivement, on va arrêter de faire des mails, qui parfois pourraient être remplacés par des SMS ou des WhatsApp». C'est à réfléchir. Moi, je sais que dans la banque, on ne parle pas par, WhatsApp parce qu'il faut que les conversations soient enregistrées donc mais selon les cas, voilà, pourquoi pas. Alors, au final, parce que là, on n'a pas toute la journée pour vous expliquer tout ce qu'on fait par ailleurs, avec les entreprises. Un petit pas pour les 10, les outils existent, ils sont simples et ils sont peu coûteux. Ça, c'est notre bilan. Heu, Qu'est-ce qu'il faut un 10, Quentin, en entreprise? Alors là, vous avez pas mal d'exemples. Pour être honnête, maintenant, l'intelligence artificielle est en train de chambouler tout ça. Effectivement, je vois dans les commentaires, il y a la dictée vocale sur Teams. Mais bon, voilà. C'est mon expérience, mon ressenti, c'est plus simple pour moi sur le téléphone. Euh, bon, c'est ce que je disais, hein, avec Mistral ou ChatGPT. Bon, aujourd'hui, c'est quand même génial pour nous. Le nombre de fois où j'ai mis des mails dans ChatGPT, et même pour l'écriture du livre, hein, il y a des paragraphes que j'ai écrits les soirs très tard à 23h, ou le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit, je ne comprenais plus rien. Ça m'a aidé. Vous voyez la petite lampe au milieu de l'image qui s'appelle la lampe Lily, qui aide à la lecture. Et ils sont en train de sortir un écran d'ordinateur qui est formidable, que j'ai eu la chance de tester, d'être testeur pour eux. C'est formidable, formidable parce que ça réduit considérablement la fatigue. On retrouve ces vieux logiciels d'Antidote et de Dragon, mais avec l'émergence de l'intelligence artificielle, j'ai bien peur qu'on n'en entende plus parler. Les lunettes que vous pouvez voir, ouais, malheureusement, hein, mais c'est comme ça. Les lunettes que vous pouvez voir sur l'image, c'est encore actuellement adapté aux enfants. C'est que pour les enfants, mais ça va arriver pour les adultes. Ça, j'en ai eu la confirmation. Donc, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'une entreprise, enfin tout ça, ça coûte pas très cher en fait, Non. pouvait créer un poste avec, tous les outils, donc la police 10, d'ailleurs qui est gratuite, chez Microsoft, une lampe, un ou 2 logiciels, l'intelligence artificielle maison, donc, sécurisée évidemment. On met pas tout surtout, sur l'IA. Et en fait, une personne dyslexique, comme les troubles 10 sont souvent c'est un cocktail, différent chez chacun, la personne pourrait essayer un peu tous les outils et puis dire: «Bah, tiens, moi, je garde, juste la police et puis, la dictée vocale ou le lecteur immersif chez Microsoft, c'est parfait». On n'a d'action nulle part, hein, on n'est pas du tout actionnaire de ces boîtes et on n'a aucun intérêt, voilà, on vous dit un peu ce qui existe et ce que, on pense qui est bien. On a, Quentin, ça c'est l'intelligence artificielle, on passe du rouge, donc dans le cadre rouge, c'est un disque qui écrit en mode naturel, quelqu'un que tu connais, Quentin, Allez, c'est une qui n'est histoire pas vraie. toi. Mmh? Quand j'avais ma société dans le milieu médical, c'est une cadre de santé qui m'envoie ce mail. Je vais m'occuper de ces patients au domicile. Et bah, je reçois. Ça, c'est le message le moins pire. C'est-à-dire que j'ai pris le plus simple à lire. Il y a des fois où nous étions obligés de passer des coups de téléphone pour savoir ce qui se passait vraiment. Et voilà, aujourd'hui, c'est très simple. Vous faites un copier-coller, vous le mettez dans l'intelligence artificielle, vous refaites copier-coller, hop, vous envoyez dans le mail, terminé. Voilà. Donc on reconnaît à Changement de vie. gauche, la personne, 10, un peu typique, donc peu de ponctuation, voire pas, les lettres inversées, et les phrases, bah, on voit pas trop où sont les phrases et l'IA en un quart de seconde, quand vous le passez dans l'IA, remet l'ordre, c'est-à-dire que le host-op dans le cadre rouge devient le post-op, le post-opératoire. Donc l'IA arrive à reconstituer le sens et à remettre la ponctuation, les points dans les phrases et du sens à, ce qui est dit. Donc génial et pas très cher. Si, on devait mettre en place une politique dyslexie, au sein de l'entreprise et si vous la mettez en place et si elle est déjà mise, ça se fait aussi et c'est un point sur lequel insiste beaucoup le chercheur Damien Aymar, c'est avec les personnes concernées. C'est-à-dire, on peut plus faire les choses sans les personnes. Moi, quand j'ai
eu des contacts avec Erol, la maison d'édition, pour écrire ce livre. Ils m'ont dit c'est super, mais c'est avec les personnes concernées le livre. Et c'est comme ça qu'on a coécrit avec Quentin. Et je peux vous dire que sans Quentin, ça n'aurait pas été le même livre, tout simplement. Il y a des réseaux informels d'entraide, donc qui ne coûtent rien. Par exemple, Ability chez BNP, que j'ai rencontré, et où les personnes 10 s'entraident entre elles, former les managers, former tout le temps et de façon répétitive, sensibiliser tout le monde, les conférences. Voilà, la politique pour les personnes dyslexiques, ça vient aussi de la tête. Souvent, il faut commencer par tout en haut. Alors, il y a beaucoup de directions qui sont assez sensibilisées. Et dans la politique diversité, enfin, intégrons la neurodiversité. Voilà, n'oublions pas la neurodiversité. N'oublions jamais. Faisons un rêve pour 2035, le vôtre et le nôtre. Tous les recruteurs connaissent les compétences des personnes 10 et ont un processus pour les attirer, les recruter, les intégrer. Deuxième rêve pour 2035, puisqu'on vous a dit dans 10 ans, la dyslexie ne sera plus un problème, ce sera la solution. Deuxième rêve, c'est en tant que candidat ou collaborateur, je peux parler librement de ma dyslexie sans crainte d'être mal jugé, ni à l'embauche, ni lors des promotions. C'est-à-dire qu'on ne me dira pas, parce que tu fais des fautes d'orthographe, tu n'auras pas telle ou telle promotion. Ou plutôt, on va plutôt choisir l'autre. T'es bien, mais on va choisir l'autre. En 2035, mon entreprise aura mis une politique durable de diversité cognitive. Et en 2035, un label autre aura été créé pour reconnaître les apports de la diversité cognitive à l'entreprise. En remplacement du RQTH, on aura par exemple la RDC qui donne les mêmes droits et qui s'appellera la reconnaissance de diversité cognitive. Et là, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont se déclarer. Je fais toujours cette mention à la fin de mes conférences que la tech et le monde moderne, en fait, favorisent les profils un peu atypiques. On le voit avec Elon Musk, alors qui est sans doute ou qui est sans trop de doute dans le trouble du spectre autistique. On le voit avec, on vous l'a dit, Richard Branson, ou on le voit avec Steve Jobs, qui est dyslexique. En fait, la technologie favorise des personnes qui, auparavant, auraient pu peut-être être freinées parce qu'ils n'avaient pas certaines capacités qui étaient indispensables aux compétences, voilà, qui auraient pu freiner leur avancement. Or, il y a beaucoup de personnes de la diversité cognitive qui sont ingénieurs, informaticiens, parce que justement, ils trouvent un endroit où se déployer sans être gênés par leur propre appréciation du monde. Et donc, le 21e siècle est le siècle des dyslexiques, c'est ce que disait une personne de Meta. Et on va s'arrêter là, on va juste prendre quelques questions si vous voulez. Pendant que les personnes écrivent leurs questions dans la conversation, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des liens sur le sujet des lampes ou des lunettes. Oui, il n'y a effectivement pas un consensus scientifique sur le sujet, mais pour l'avoir utilisé, surtout la lampe et l'écran qui est tout frais, tout nouveau, bah moi, ça m'a servi. Oui, nous, Moi. Mm, Voilà. voilà. Je suis un 10 léger, hein. Encore une fois, hein. C'est-à-dire que je suis capable de lire un livre de 500 pages en 2 semaines, pas un problème. Mais, je le lirai plus en 2 semaines, mais en une semaine et demie. N'hésitez pas, Voilà. toutes les questions, tous les conseils dont vous avez besoin, on est là pour ça, même si on a un peu Oui. dépassé de 5 minutes. Si, L'humour dans la formation, le support, c'est possible. Voilà, il n'y a pas voilà, de il n'y a pas de questions questions particulières. particulières. Merci beaucoup et à très Pour la bientôt. référence de votre livre, c'est Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Vous me dire, oui, le support, oui, le support sera envoyé. Voilà. Parfois freiné pour les outils, je comprends. Essayez avec les personnes ou les collaborateurs de vous mettre derrière un écran et essayer de tester, par exemple, des intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT ou Mistral, bref, celui qui conviendra le plus.
et prenez ce temps d'échange, essayez de trouver par rapport aux difficultés de la personne avec l'interaction avec l'IA. Quels sont les tests pour détecter les orthophonistes? Très compliqué à l'âge adulte, hein, les orthophonistes, donc peut-être se rapprocher du médecin du travail ou de Bon courage pour ça. l'infirmier. Il y a Ouais. des Sinon, il y a des tests en ligne, Oui. beaucoup, Oui, il y avait une et question tout à l'heure. voilà. Donc n'hésitez pas à faire un test en ligne et puis si vous voyez que ce sera jamais suffisant, mais ça peut déjà donner une très bonne indication. Il y a une personne qui faisait un commentaire tout à l'heure beaucoup plus haut sur l'entrepreneuriat et le TDAH et les dyslexies. Je vous le confirme, c'est pas simple de créer une entreprise en étant dyslexique et ayant un TDAH, parce que je ne l'ai pas dit, parce que je suis atteint par ça aussi. Mais c'est faisable, alors effectivement, c'est plus dur, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus fatigant, mais c'est faisable. Coût du bilan pour adulte pour être connu avec le TAF, si c'est un coût financier, je ne le connais pas. Merci pour tout, merci et tout. Vraiment, c'est très sympa, ça fait vraiment plaisir. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour venir vous voir en entreprise. Ouais. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Vous aussi. Les références du livre, les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Est-ce que je peux vous montrer? Vous avez les références du livre, désolé. Je vais enlever. Alors vous allez voir un peu chez moi, je m'en excuse. Non, c'est pas grave. Non, Quentin, tu le sais, pourtant c'est ça. Tu enlèves le flou. Les super pouvoirs. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Allez, il marche pas. Et on peut se le procurer sur Amazon, sur la Fnac, sur tous les sites du e-commerce. D'accord, super. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci beaucoup, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.